Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. C'est l'heure aujourd'hui d'échanger avec June, que vous connaissez sans doute déjà. Si vous ne la connaissez pas, sachez qu'elle est coach sportive via son site junelancry.com, qu'elle est plus ou moins active sur Instagram en fonction des périodes, notamment en story en tout cas. Ça dépend. Sur June Coach, Exactement. c'est June Coach combien? Non, c'est John Coach 74. 74, parce que t'es né en 74. Non. Ah, t'es né en 74, t'es si vieux que ça? T'as 50 Mais balais? non, mais non, Mais tu les c'est parais parce que pas, hein? c'est d'ici. Tu prends Né tu dans prends le du collagène, 74. super physique. Du super collagène. Voilà, Pour avoir c'est l'air bien ce que toujours je jeune. pensais. C'est bien ce que je pensais. Euh, et donc, on est sur le podcast Superphysique à destination des pratiquants de musculation sans dopage par rapport au site superphysique.org que j'ai co-créé en septembre 2009 avec mon acolyte Fabrice, sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des milliers de vidéos, de podcasts depuis 2010, ainsi qu'un forum duquel on va se servir afin de répondre aux questions du jour. Euh, Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qu'on fait, vous pouvez également aller voir l'application SP Training, disponible sur tous les stores, qui vous aide à progresser, on en reparlera sans doute. La boutique de compléments alimentaires superphysique-nutrition.fr avec des compléments alimentaires surtout destinés à améliorer la santé, ainsi que mon site personnel rudicoya.com sur lequel vous pouvez retrouver plein d'articles. Je me suis d'ailleurs remotivé à en écrire de nouveaux, ainsi que des livres et formations, notamment centrés autour de la morpho-anatomie. Bref, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Donc aujourd'hui, on a pas mal de questions, plein de sujets à aborder. Dé- Super intéressant. Alors déjà, on va parler de ton actualité. June, tu as été malade, et donc Ouais, je pense que pas j'ai mal... été mis à terre, Mis à terre, à ce point-là. au Je tapis. pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont malades dans ces changements de température de fin d'année. Est-ce que tu as réussi à t'entraîner ou est-ce que tu n'as rien glandé? Bah, Quelle est la meilleure approche? c'est un mix des deux parce que tu as forcément, quand tu tombes malade, que ce soit un petit rhume, une grippe ou un peu plus grave, tu auras forcément un jour ou deux où tu vas vraiment être KO. C'est-à-dire, tu auras peut-être un petit peu de fièvre, tu vas avoir peut-être un peu de courbature et surtout l'énergie, elle va être très très basse. Donc à ce moment-là, clairement, l'idée, c'est pas vraiment de s'entraîner ou alors vraiment juste aller plutôt marcher un petit peu dehors, voilà, quelque chose de relativement doux, de se mettre en mouvement, mais c'est pas de forcer. Moi, personnellement, j'ai été mise vraiment KO. Euh, je- j'ai pas pu aller m'entraîner en natation, j'ai pas pu non plus faire du vélo. Par contre, j'ai fait un petit peu de musculation parce que je me sentais. Un petit peu, tu as quand même forcé un peu. Mais ça, c'est parce que c'est ma façon de m'entraîner. C'est parce que je m'entraîne comme ça. Mais par contre, voilà, je sentais que j'étais pas au meilleur de mes capacités, ce qui est normal. Donc, dans ces cas-là, on se dit, bah, soit je fais la même séance, disons les mêmes performances que la semaine précédente, je ne sais pas de progresser. D'ailleurs, j'ai pas essayé de progresser et un mouvement, disons, compliqué, enfin, les fentes bulgares, je me suis dit, bah, je vais les remplacer par de la presse à cuisse parce que ça va me demander moins de concentration, moins de stabilité, donc c'est mieux pour moi. D'ailleurs, j'ai remplacé là pour le moment. Et ensuite, bah, c'est qu'est-ce que tu vas faire autour de ça pour récupérer? Alors qu'est-ce que tu as fait? Moi, Tu as personnellement, mangé plus? non. T'as moins... Non, T'as moins mangé? non, non Tu plus. t'es fait plaisir? Non, mais qu'est-ce que tu... Je sais qu'est-ce que pas. tu Je pense que racontes? beaucoup de gens se posent ces Non. questions-là. Eh ben non, moi j'ai fait attention à mon alimentation comme d'habitude. Par contre, j'ai pris plutôt des choses comme de la propolis. Donc de la propolis qui est une substance naturelle produite par les abeilles. Fabrice, il sera peut-être contre parce qu'il est vegan. Mais voilà, On n'a pas la chance d'être vegan, il l'a dit. exactement. Mais qui est très riche en oligo-éléments, en vitamines, et qui va aider un petit peu à combattre l'infection, donc la charge virale. Donc moi j'ai pris ça, de la vitamine C, ensuite toute la complémentation un peu classique. Et puis voilà, ensuite, selon ce qu'on a, je sais pas, moi j'ai fait beaucoup Des d'inhalation. tisanes au miel. Non, des tisanes au thym, peut-être, ouais. Ouais, non, mais il y a des plantes qui sont assez adaptées, du gingembre, beaucoup de gingembre, du curcuma, voilà, Et tout ce alors, c'est qui est. aphrodisiaque comme prévu, le gingembre ou pas? Bah, si tu veux, je pourrais t'en donner, là, parce que je crois que t'en as besoin un peu, non? Ouh là là! Attention, ça attaque fort aujourd'hui, hein. Bah, je sais pas, tu m'attaques à chaque fois. Donc bon, je réponds. Non. Vous avez vu? Je- Ça Bref, mérite un pouce quand même, hein. bref. Et donc voilà, tout ça. Et puis voilà, donc ça m'a aidé à aller mieux. Et au bout d'une semaine, ça allait déjà vachement mieux. T'as Donc, mis quand voilà. même une semaine où tu t'es J'ai, beaucoup moins entraîné, où t'as juste fait muscu? ouais, en fait, disons, pendant 3 jours, ça m'a vraiment mis au tapis. Ensuite, ça allait mieux, mais je me suis dit, attends, je vais pas aller à la piscine. J'arrivais pas à respirer, en fait.
T'imagines, t'es enrhumé, tu vas dans l'eau. C'est pas du tout Bah, tu te hygiénique. mouches dans l'eau? Non, Non? non, l'horreur. Non, non, j'ai juste fait de la muscu et de la danse. Voilà, c'est tout ce que j'ai Ah, fait parce la que danse, tu pouvais? ouais, quand j'allais un petit peu mieux déjà. Quand j'allais un petit peu mieux, je suis retournée à la danse parce que voilà, tu as quand même le corps en mouvement, tu fais un peu de cardio. Enfin, voilà, c'est quand même assez tonique. Donc voilà. Mais par contre, je me voyais pas du tout faire une sortie de vélo de 1 heure et demie, voire plus dehors. Et je me voyais pas non plus aller nager et couler, quoi. Me noyer. Et cette semaine de faux repos, est-ce que tu as senti une perte quand tu as repris tes entraînements? Genre, tu nageais moins vite, sur le vélo, c'était plus dur, ou non? Hmm, non, au final, en fait, peut-être dans les sensations, elles ont été biaisées. Et effectivement, bah, là, par exemple, au vélo, la semaine dernière, j'ai fait une sortie longue. J'ai senti que je me sentais un peu fatiguée, j'avais un peu moins de jus, je sentais que mes jambes congestionnaient un peu plus vite, que mon cardio montait plus vite aussi. Par contre, dans les stats, quand j'ai regardé après coup, ma moyenne, elle était pas si dégueulasse. Elle était pas si dégueulasse par rapport aux fois où vraiment je suis en sous-régime. Et pareil, en natation, là, quand j'ai repris, bah, de toute façon, c'est compliqué à dire parce que dans nos cours de natation, enfin dans nos cours, dans les coachings de natation qu'on a avec le club, il y a beaucoup de variétés au niveau de l'entraînement. On a autant de travail de crawl que de travail de brasse coulée. On a parfois du travail d'ondulation, du travail de jambes. Donc, on a vraiment plusieurs choses. Ce qui fait que, pareil, sur les statistiques, bah, parfois c'est biaisé par la brasse ou par le dos crawlé. On n'a pas vraiment les statistiques pardon, réelles de notre crawl. Par contre, au niveau des sensations, sur la natation, franchement, c'est similaire. C'était similaire. J'ai pas eu trop de pertes. Donc voilà. Et ensuite, sur la muscu, bah, un peu après, tu as vu, j'étais un petit peu fatiguée. Je sentais, tu dors moins bien, tout ça. Mais là, cette semaine, ça Tout est allait. revenu? Ouais, à peu près. Tout n'est pas revenu pour l'instant? Si, ça va. Franchement, ça va. Je sens que ça va mieux. Je sens que ça va mieux. Ça y est. Ok, bon, bah, Voilà. comme ça, vous savez quoi faire. En tout cas, c'est toujours la question qu'on a sur les forums chaque année ou presque à cette période, c'est que faire quand je suis malade? Et on a toujours tendance à se dire, bah, j'ai envie de continuer, je veux pas perdre rapidement, parce que je vais tout perdre, tout ça. Et finalement, on perd pas si vite. Et la Mhm. meilleure façon de guérir, bah, c'est certes de bouger un peu, de faire des choses, mais de limiter l'intensité. Et puis, bah, de prendre son mal en patience. Prendre du gingembre et de la propolis. Gingembre, c'est une spécialiste, on a compris. Et, mais en tout Et cas, curcuma. le curcuma. Bah, j'en prends tous les jours du curcuma. Mais Ok. bon, comme d'habitude, comme on en avait parlé avec Anthony Berthoud et d'autres, le problème des épices qu'on achète dans le supermarché, je sais pas comment tu les achètes, mais moi j'achète dans le supermarché un peu comme un con. Et bah tu sais jamais d'où ça vient, combien de temps ça a traîné. Je les prends au magasin bio en général. Euh, mais je pense que enfin, peut-être qu'il y a un petit peu plus de contrôle, mais au final, c'est la même forme, hein. C'est aussi Ouais, en poudre. voilà, en poudre. Mais Donc, je veux dire, d'où ça vient, tout ça, comme d'habitude, on sait qu'il y a des grosses différences. Comment parlait mon pote David dans son podcast avec l'inventeur du bleu blanc cœur, où il disait ils avaient testé des tomates qui étaient de je sais pas quel pays et qui arrivaient en France, et puis les tomates françaises, je crois que c'est l'exemple, hein, je caricature peut-être un peu, et ils avaient recensé genre 10 fois plus de micronutriments dans la tomate qu'ils venaient de cueillir et qu'ils allaient manger que dans celle mhm. qui arrivait. Donc c'est Ouais. toujours pareil, est-ce que tu mets 10 fois plus de curcuma au final et tu te ruines au curcuma? Non, parce que le curcuma, ça tâche, donc il vaut mieux pas faire ça. Mais par contre, une bonne alternative, par exemple, dans cette période-là, c'est de prendre de la curcumine. Effectivement, de prendre en complément alimentaire, ça pourrait être une solution. Maintenant, voilà, hein, c'est comme au niveau des aliments. Est-ce que tu manges 2 fois plus de légumes pour avoir 2 fois plus de nutriments si tu prends ça en supermarché? Je pense pas vraiment que c'est la solution, mais par contre, varier peut-être les provenances, effectivement, prendre parfois du congelé. Tu sais, on sait que le congelé, ça, en tout cas, c'est censé conserver un petit peu plus, Conservé. mieux conserver les nutriments, et c'est aussi pour ça que il y a beaucoup de personnes qui mettent les oméga 3 au congélateur aussi, mais ça, c'est par rapport à l'oxydation. Euh, donc voilà, peut-être varier les provenances. Maintenant, je pense pas qu'il faut forcément manger plus et surtout pas quand on est malade. Quand on est malade, il faut manger Faut justement. se faire plaisir, hein, un petit gâteau au chocolat, Ah, t'aimes un bien petit le gras, hein. fast-food, hein. Il a vu mes talents de cuisinier. Alors, après cette brève introduction,
On va donc répondre à des questions qui ont été posées sur les forums Superphysique et on en a eu plein, plein, plein qui sont hyper intéressantes, qu'on n'a pas pu traiter avec notre vegan chanceux. Donc, je vais vous partager l'écran et vous partager donc les questions qu'on a pu sélectionner. Donc, on est là. Donc, j'imagine. On va commencer avec cette question de Curl on the Moon. Alors, bonjour Rudy. Donc, il a posé sur mon topi. Attends, voilà, il faut grossir pour que tout le monde puisse voir. J'ai une question sur l'entraînement orienté bodybuilding. J'ai pas mal utilisé la méthode 5-3-1 ces derniers mois, années, notamment sur le développé couché et le rowing planche, qui m'a donné d'excellents résultats en termes de performance. Je rappelle pour ceux qui s'intéressent, il y a un article sur le site sur le 5-3-1 qui date depuis peut-être une décennie, mais qui est toujours d'actualité, hein, c'est pas nouveau. Je l'ai également utilisé pour une question d'adhérence à mon programme. Cette méthode me plaît énormément et j'ai hâte d'aller à l'entraînement en partie grâce à elle. Aujourd'hui, mon entraînement se réoriente vers une approche bodybuilding. Et j'aimerais savoir s'il est possible d'appliquer les principes de cette méthode à la prise de muscle. J'ai entendu ici et là, d'où dans le podcast également, parler de l'utilisation de top set, back off set dans des programmes de prise de muscle. Alors voilà, je vois le chien derrière qui monte sur mes super fauteuils. Alors voilà, toi et June, est-il possible de transférer le 5-3-1 à l'hypertrophie avec un format par exemple 10-8-6 ou 12-18 dans le même principe? Les top sets utilisés par June sont-ils un dérivé du 5-3-1? Comment les mettre en place? Comment savoir avec précision quelle charge utiliser sur les top sets et les back offsets pour la meilleure efficacité? Seulement sur le premier exercice de la séance, doit-on progresser sur le top set, les back off, les deux? Bref, ça avait beaucoup de questions, mais quand on aime, on ne compte pas. Une réponse en compagnie de June, spécialiste du sujet, serait franchement un régal. J'en profite pour vous remercier pour le contenu, etc., etc. June, la spécialiste du top 7, même si je ne te vois pas beaucoup forcer Ouais, dernièrement, ouais. je vois que Ah, tu bon, rigoles, tu te tu la coules tous, rigoles. hein. Ouais, À ouais, part le c'est hip ça. thrust, hein, il ne se passe pas grand-chose, hein. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je force toujours Je quand vois que tu même fais beaucoup les trapèzes, muscler. par contre. Ouais, ouais, ça c'est un point fort naturel. Alors, juste avant, je laisse la question parce qu'il y a plein, plein de questions. Je sais que dans les Ouais, commentaires, il y a eu des gens qui nous ont dit c'est mieux de vous revoir en grand, mais là, il y a tellement de questions de Curl on the Moon que je suis obligé de laisser. ouais, on va Mais, garder mais pour après, peut-être qu'on pourra changer. On verra en fonction. des Je questions. les ai pas tout en tête. Bon, Ouais, June. on va garder. Alors déjà, effectivement, au niveau de la méthode 5-3-1, bon, bah, il y a un article sur le site Superphysique et c'est une méthode décrite comme une méthode de force, hein, et c'est une méthode utilisée vraiment plus à l'origine par les forceux, par les powerlifting. Ouais, et beaucoup en préparation physique parce que c'est une méthode qui demande peu de volume d'entraînement en fait. C'est ça. Où tu vas vraiment essayer de jouer sur l'intensité, mais sur très peu de séries. Les back offsets vont te servir à travailler, on va dire, les autres éléments de la cellule musculaire et de ton système nerveux et de ton énergétique. Mais c'est très peu demandant. Et donc souvent, Wendler de mémoire, en fait, il faisait ça sur 4 mouvements. C'était coucher, squat, soulevé de terre et développé militaire. Voilà. De Et donc, mémoire. comme tu l'as dit, c'est très peu de volume. Et c'est pour ça que déjà à l'époque, il y avait l'utilisation des back offsets pour avoir un petit peu plus de volume sur le même mouvement. Et donc, générer peut-être d'autres composés contractiles du muscle. Maintenant, si Curl on the Moon il se réoriente vers un format bodybuilding, vers une approche bodybuilding, eh ben, il faut aussi revisiter la méthodologie parce que bah, c'est une méthode différente et que comme on va chercher à hypertrophier le muscle, il va forcément falloir générer euh, plus de volume hein, sur les exercices. Et donc, pour ça, il faut passer plus de temps sous tension, il faut avoir des formats un petit peu plus longs. Donc ensuite, il demande est-ce qu'on pourrait transférer ça sur un 18-6? Est-ce que c'est la même chose? Alors, Alors, bah, Docteur June. à la rescousse. Alors, oui et non, parce que là, si on reste sur cette même approche, on reste sur un format pyramidal dégressif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des séries, on va diminuer le nombre de répétitions et on va augmenter la charge. Sur un top 7, le top 7, c'est vraiment notre charge effective de travail. C'est-à-dire qu'on a une montée en gamme jusqu'à la charge effective de travail. Mettons 100 kg pour un hip thrust. Donc, on va faire une montée en gamme, 50 kg, 70 kg, 85 kg, 100 kg au hip thrust. Et ensuite, ça y est, on arrive à notre top 7. Et là, on fait notre travail effectif. C'est-à-dire qu'on va faire, je ne sais pas, pour les top 7, on peut en faire 1 à 2 séries. En général, c'est popularisé sur une série. Maintenant, voilà, dans les faits, on peut faire différemment. Et ensuite, on va retirer un certain pourcentage du poids. Donc, on va retirer, par exemple, entre
entre 7 à 15%, parfois un petit peu plus, du poids pour faire une autre performance un petit peu plus longue, donc un peu plus de répétitions, un rep range plus long, qui est censé nous amener aussi à proximité de l'échec, sans toucher l'échec, mais en ayant plus de possibilités d'aller chercher loin dans les répétitions, donc d'avoir encore plus de temps. Toi, t'enlèves 10-15%. Alors, là encore, en fait, ça dépend de ton approche, mais Si on c'est prend un vrai. exemple, on fait mon hip thrust à 100 kg. Je sais pas, je fais ma série de 10 ou de 8. Ouais. Voilà, on dit que c'est ça. Voilà. Et ensuite, je vais mettre 85 kilos et je vais chercher à faire. Et un peu plus. Donc là encore, tu sais, c'est comme les cycles linéaires, en fait. Enfin, c'est comme les cycles où on va définir des fourchettes de répétition. Donc, par exemple, pour ton top 7, tu vas définir un rep range de répétition entre 1 à 10. Donc là, tu vas me faire, par exemple, 2 fois 10 à 100 kilos. Une fois que tu as atteint cette fourchette haute de répétition, il va falloir augmenter le Tu poids. augmentes le poids. Voilà. Pour le back-off, c'est pareil. Tu vas définir ton rep range, donc ta fourchette de répétition. Donc, à partir de 11, étant donné que ton top 7, il va déjà jusqu'à 10, donc de 11 jusqu'à, par exemple, 16. Mais ça pourrait être aussi de 11 à 20. Ça dépend, en fait. Ça dépend de l'exercice que tu choisis. Là, disons pour un hip thrust, de 11 à 16. OK? Et donc, là, c'est pareil. Donc, tu as diminué. Donc, peut-être que tu seras voilà, à 85 ou 90 kilos. Et une fois que tu auras atteint les 16 répétitions, c'est pareil, tu vas augmenter le poids. Peut-être que tu vas l'augmenter un peu moins vite que le top 7, quoique le top 7, il ne faudra pas non plus l'augmenter trop vite. Quand tu atteins la fourchette haute de répétition, eh ben, tu vas chercher à augmenter de 2,5 ou de 5 kilos. Ça dépend du mouvement. Et en fait, tu fais tes surcharges progressives comme ça. Donc, exactement comme deux cycles linéaires où tu viendrais, en fait, peut-être que ça peut t'aider à moduler la fatigue. Ça peut t'aider à moduler la fatigue, quoique, quand on prend le top 7 et le back-off dans son essence, c'était vraiment l'échec. C'est chercher l'échec. C'est un top 7, un back-off, donc très peu de volume, une série de chaque, et tu pousses jusqu'à l'échec, c'est-à-dire échec nerveux, échec musculaire, échec mental, enfin voilà, peu importe la forme de l'échec. C'était ça, l'essence même du top et du back-off. Maintenant, ça a tout à fait été modernisé et on peut davantage, disons, moduler autour de ça. Et par exemple, se dire, OK, je fais 2 top 7 où je me rapproche de l'échec, mais je vais pas me cramer complètement. Je garde un RIR ou un RPE 8-9 ou un Voilà, c'est ce RIR que j'allais te demander. 1-9. Jusqu'où je pousse mes séries. En fait, Curl on the Moon, je ne sais plus s'il est, enfin, son niveau, mais Ah, voilà, je sais pas du tout. je ne sais plus du tout. Mais en fait, ça dépend de ton niveau. Est-ce que tu es débutant? Est-ce que tu es plutôt avancé? Si on prend de manière générale, moi, jamais je vais conseiller des top 7 ou des back-off euh, intenses pour des personnes qui commencent. Et d'ailleurs, quand je prends en charge un élève, en général, je commence toujours par des cycles linéaires, des 3 fois ou 4 fois 8 à 16 ou 8-20, peu importe. Mais en fait, il faut déjà apprendre à endurer l'effort, à utiliser correctement les muscles, à avoir les bonnes conductions nerveuses, motrices, le bon pattern de mouvement également, avant de se dire, je vais forcer comme un bourrin jusqu'à Surtout qu'il y a l'échec. t'as une grosse différence en termes d'effort entre du 5-3-1 et des séries de Voilà. 10-12-15 Alors, en termes exactement. En d'intensité. termes d'intensité, c'est pas la Et même en termes chose. d'effort, le 5-3-1, je vais être salaud, mais c'est facile comme effort. C'est surtout un effort nerveux. On va s'énerver, on se met dedans. Il Il y y a a pas pas la beaucoup de brûlure, il n'y a pas musculaire. la Voilà. congestion, il n'y a pas beaucoup de Exactement. musculaire. Donc, c'est pas du tout le même effort. Et c'est pour moi, je vois souvent aussi en coaching, pareil, les gens, quand je mets des séries longues, pourtant, j'en parle souvent depuis maintenant une vingtaine d'années, mais ils me disent, ah, mais c'est long, c'est dur, je veux pas faire de Ouais. série longue. Mais moi, je veux bien Ouais, que tu fasses pas de série longue. Et après, quel mais est c'est l'objectif? obligé. Quel est voilà. Voilà, à partir d'un moment, c'est obligé. Moi aussi, j'ai des élèves, quand je les remets en cycle linéaire, ils me font ah, j'aime pas. Je dis ouais, mais c'est obligé en fait. Parfois, il y a des paliers. Il faut passer par là. Il faut apprendre justement à aller Plus loin dans très vite dans l'effort. cet effort pour après, peut-être, un autre palier. Si par exemple, on a un 4x20 au curl incliné, c'est horrible. C'est horrible. Non! Et ben, T'as les non, bras mais qui voilà, gonflent. tu as les bras qui gonflent énormément. Mais voilà, supposons, OK, on teste, on stagne, on stagne. Là, on peut se dire, OK, là, on va peut-être moduler un petit peu, faire un top 7 ou 2 top 7 et 2 back-off où tu auras les séries un peu plus longues, donc les 2 dernières séries plus longues et 2 premières séries où on va mettre un peu plus lourd, mais où tu auras un peu moins de répétitions. Donc là encore, c'est modulé par rapport à son niveau. Faut,
par rapport à ce que Curl on the Moon dit, voilà, le 12-18, pour moi, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. C'est encore différent. Là, il est encore dans une approche pyramidale dégressive. Alors, Et donc plus dans la gestion de l'effort pour la dernière. voilà, c'est ça. Alors que toi, alors que le Alors que top moi, 7, c'est c'est plus l'inverse. inverse. C'est Voilà, c'est l'inverse. ça, c'est l'inverse. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des différences? Bah, Faudrait le, ce que j'ai remarqué faudrait tester les au deux, fil quoi. des années, c'est que quand j'étais plus jeune, entre guillemets, même si je suis toujours très jeune, plus jeune que June qui est né en 74, hein, vous avez bien compris. 50 ans, putain, quand même. Ça marche le super Bientôt. collagène. Hein. Franchement, le super collagène. Il n'y a pas de réduction pour le Black Friday. Je tiens à dire parce que c'est là le Black Friday. C'est vrai? Alors, je fais un petit point rapide. C'est là, au moment où le podcast sort, c'est le Black Friday. Sur Superphysique, il n'y aura jamais de promotion ou de réduction parce qu'on est au juste prix toute l'année. Et on est contre ces promotions ou réductions ou code d'influenceur ou quoi que ce soit. Ça, c'est juste une bonne façon de monter le prix artificiellement ou de vendre plus cher le Et reste de l'année. on le voit beaucoup d'ailleurs. Hein. Bah bien sûr, des fois tu vois des trucs en promotion, tu dis mais c'est marrant, je l'ai vu il y a 2 mois, il n'était pas à ce prix-là. Et bref, donc c'est pour ça qu'on ne fait jamais de promotion, que ce soit sur Superphysique, que ce soit sur rudicoya.com, que ce soit sur l'application ou quoi que ce soit. On ne fait pas de promotion, on ne fait pas de réduction, c'est juste le prix toute l'année. On fait exprès de tirer les marges au minimum pour pouvoir en vivre un petit peu, sans être non plus les plus riches du monde. Mais voilà. Mais j'en ai déjà souvent parlé sur Leadercast. Qu'est-ce que je voulais te dire maintenant? Je ne sais plus ce que tu disais. Oui, 5-3-1, soit du pyramidal, soit l'inverse. Mais j'ai remarqué au fil des années, malheureusement, que bah, quand j'étais plus jeune, je pouvais démarrer par le plus lourd. Tu Hmm. vois, il n'y avait pas trop de soucis, tout ça. Et maintenant, je vois que j'ai besoin d'une sorte de préchauffage, mais un préchauffage qui est quand même assez. Je vais prendre mon exemple. En ce moment, je suis du coucher halter pour les pecs et des fois, je mets des vidéos en story sur mon compte Insta. Et, euh, et en fait, souvent, bah, je démarre mes séries à 45 kilos. Mhm. Donc, en général, là, je dois faire. La semaine dernière, j'en ai fait 12. Voilà, j'avais un peu de marge. Donc, je fais je pars pour 12 et je dis, bon, bah, j'ai un peu de marge. Je m'arrête, je dis, bon, bah, j'ai peut-être du jus. Et je passe à 50. Et d'avoir fait ces 12 à 45 m'aide plus que si j'avais fait 2 ou 3 reps à 45 avant de mettre 50. Hmm. En fait, alors Ok. après, je prends pas mal de récup entre les séries, du moins pour faire ça. Et d'ailleurs, avec Alter, tu peux pas prendre peu, sinon, rien que la mise en place, tu te fais chier comme un rat. Mais, euh, mais ouais, Et dans ce même à cas-là, la presse à cuisse. est-ce que tu comptes les séries que tu as fait à 45, tu les comptes comme des charges justement effectives, des sets effectifs ou Et ben, c'est une tu bonne vois, question. bah voilà, en fait, ça dépend aussi de comment on perçoit parce que c'est pareil, tu fais une montée de gamme au hip thrust, si tu montes à chaque fois en 10 répétitions, bah désolé, mais si tu fais 10 à 80, 10 à 85 pour atteindre tes 10 fois 100, bah c'est presque des sets de travail. Donc en fait, Oui, oui. il y a une marge à partir d'un certain stade, quand on atteint un certain niveau, tous nos sets de travail, et d'ailleurs même quand on est débutant, ils sont importants. Ils sont importants, c'est aussi, même si on le compte pas forcément, c'est du volume. C'est du Oui, volume, je pourrais dire que c'est un RPE. Mon 12 à 45, c'est un RPE 8. Tu vois, je pense que j'en ouais. avais 14. Voilà. Et par contre, après, quand je fais ma série à 50, je crois que j'en ai fait 9. Et bah là, il y a un gars qui me dit, ah, tu pu faire la dixième. Je dis, non, il n'y avait pas 10. Mais Ouais. pour moi, je suis RPE 9,5, 10, quoi. Et après, je reprends de la récup et je refais mes 12 à 45. Hmm. Mais, euh, mais ça vient avec les années. Pareil, à la presse à cuisse, je peux plus mettre 300 ou 350 d'un coup. Pour mettre Ouais. 300, je suis obligé de prendre du temps, de faire des séries qui comptent plus ou moins. Alors, loin des RPE 8 parce que on force jamais autant aux cuisses. Tiens, très très peu de personnes le font. Mais tu vois, c'est vrai que Et- tu parlais Hmm. d'efficacité. Bah, en fait, et on en reparlera tout à l'heure avec les tensions Ouais. d'exercice, tensions d'étirement, de contraction, tout ça. Il y a des choses qui changent avec les années et qui modifient aussi la perception ou l'efficacité de l'entraînement en fonction bah, de son expérience et depuis combien de temps on s'entraîne. Maintenant, tu vois, il te pose la question, est-ce que je progresse seulement sur le premier exercice de la séance comme ça ou est-ce que je fais plus d'exercices? Est-ce que je les fais tous comme ça? Alors déjà, est-ce qu'on progresse que sur le top 7 ou le back-off? Là aussi, en fait, pour moi, comme je t'ai dit à un moment, c'est des cycles de progression. Donc, en fait, il faut chercher à T'as progresser. niqué le bracelet? Ouais, bah il s'est parti, il est parti. Bon, Montre ta montre à l'écran. C'est une honte. on va rire. Bah oui, mais moi je suis pas une consommatrice, tu vois, Avec c'est pas un- utile. comment ça s'appelle? C'est un élastique pour les C'est cheveux, un là. chouchou, ouais. Un chouchou. Un chouchou. Bref, pour revenir à notre sujet, donc chercher à progresser sur les top 7 et sur les back-off parce que tu vas pas rester, en fait, c'est comme tu vas pas faire un 3 x 10 pendant un mois. Tu cherches à progresser sur ton exercice, que ce soit sur les répétitions, que ce soit sur la charge. Donc c'est pour ça quand même qu'on définit une fourchette de répétition parce que tu vas pas chercher à augmenter la charge
à chaque fois, tu vas d'abord chercher à augmenter les répétitions. Ensuite, tu vas chercher à augmenter la charge une fois que tu as atteint ta fourchette de répétition max sur ton top set. Sur ton back-off, c'est la même chose. Ce qui est bien avec cette méthodologie, selon moi, c'est que des fois, tu peux te dire, OK, là, je sens que sur mon top set, je dois passer un peu plus de temps à ce même nombre de répétitions. Par exemple, quand on atteint une nouvelle charge, supposons 110 kilos au hip thrust, je vais m'entraîner à bien verrouiller, à bien contracter en haut à 6 répétitions. Donc, je m'entraîne et je peux me dire peut-être, bah, ça, je vais le garder une semaine supplémentaire. Par contre, sur le back-off, on peut sentir qu'on a un petit peu plus de marge et se dire, bah, en fait, là, j'ai un peu plus de jus, je peux augmenter mes répétitions, j'augmente ensuite un petit peu ma charge et je peux encore reprogresser derrière. Donc, pour moi, il faut progresser autant sur le top set que sur le back-off. Est-ce qu'il faut le faire à la même fréquence? C'est pas obligé. Peut-être que Mais tu choisis en amont sur quelle série tu vas progresser. ça dépend. C'est un peu ce que tu dis. C'est un peu ce que tu dis. Bah, en fait, dans l'idée, c'est comme c'est de la planification. Bien sûr, bien sûr. C'est de Non, la mais il planification. n'y a pas de Voilà. mauvaise réponse, Ouais, hein. ouais, non, mais bah, de toute façon, il y a pas, il faut aussi se souvenir de ça, il y a pas de mauvaise, enfin, il n'y a pas une méthodologie meilleure que l'autre. Voilà, il y a juste la méthodologie à laquelle on adhère, qui génère suffisamment de stress mécanique, qui génère suffisamment de dommages musculaires et qui nous permet derrière aussi de récupérer et de reprogresser. C'est ça qui est important dans la méthodologie. Je te donne un exemple, je reprends mon coucher haltère. Mon but, là, il y a fait quelques semaines, c'était de refaire 10 à 50 au coucher haltère. Donc tout est un peu orienté vers cette série à 50. Si je me sens bien, parce que maintenant j'ai des variations de forme que j'avais pas Ouais. avant, même si je suis en forme tous les jours. Voilà. Toi, tu connais déjà tout ça avec tes 50 ans. Junko 74, hein, n'oubliez pas. C'est pas Pour 94. devenir super jeune. C'est pas 94, hein. Et, euh, et bref, et donc c'est vrai que je sens les variations et tout est orienté vers là. Donc moi je me dis avant la séance, bah voilà, là cette semaine je vais me dire je vais essayer de 13 à 45, ce qui va sans doute passer. Mais si ça passe vraiment facile, bah, je monterai à 50. Si je vois que ça c'est pas facile, bah, je resterai à 45. Puis j'essaierai de faire sans doute 13, 12, 12 parce que je l'ai jamais fait. Donc monter vraiment très progressivement. Et si je suis vraiment bien 3 fois 13, mais ça m'étonnerait. Mais tu vois, même si on parle en dehors de notre exemple, pour la plupart des élèves, moi je vais choisir d'avance Ouais. sur quelle série ils vont progresser. Bah, c'est ça. En fait, de manière générale, sur mes élèves, déjà, je leur demande toujours de conserver un RIR 2. Voilà, de réserve, sachant que d'une semaine à l'autre, votre RIR perçu ou votre RPE perçu, hein, c'est la même chose, mais Oui, oui. voilà, sur des échelles différentes. Et ben, ça va s'adapter. C'est-à-dire que si toi, sur un développé couché à 50 kilos, si tu fais 10 répétitions, enfin voilà, 3 fois 10 ou une fois 10 à 50 kilos. 3 fois 10, tu peux me surestimer. C'est bon. Ok, 3 fois 10 RPE 9 ou 10. Et ben peut-être que la semaine suivante, ça Voilà, je suis sera. mort là. Bah là, Non, là. mais supposons, Je suis ça hors. sera peut-être RPE 8. On sait pas. Enfin voilà, quand on débute, Là, elle croit en là, en moi, fait, hein. bah oui, mais en fait, le truc, c'est que, Ah, mais là, comme tu l'as dit, c'est plus débutant là. ouais, ouais, bah déjà, c'est plus débutant et comme on l'a dit, cela est relatif à notre niveau d'expérience. Plus on va être avancé, plus ça va être difficile Bien sûr. de progresser. Plus on va être débutant et plus ça va être facile de progresser parce qu'on a une marge de répétition, on a une marge de manœuvre, une marge de progression. Il y avait un truc sur le forum comme ça, bah, t'as pas connu. C'est encore trouvable, hein, parce que le forum a, a plus de 20 ans. Et c'est Florence. Je sais plus si elle avait un. Vous tapez Florence dans la barre de recherche. J'ai envie d'éternuer. À tes souhaits. Je vais survivre. Mais Je vais survivre juste une fois. Ça, c'est le signe des bons. Et, et, ouais, et Florence, c'était une fille qui avait fait des compétitions de powerlifting, qui écrivait avec Michael Gundin dans le monde du muscle, donc il y a bien, bien longtemps. Et elle avait développé une sorte de méthodologie pour progresser. C'était 3 séries. Et en fait, donc, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'était une série entre 10 et 15 répétitions. ouais. Elle aimait bien les longs temps de récup. Après, elle prenait 4, 5, 6 minutes, des fois 8 minutes. Ouais. Et elle faisait entre 15 et 30 répétitions. Ouais. Et ensuite, elle faisait entre 30 et 50. Et donc, il n'y avait que 3 séries. Et donc, c'était vraiment comme ça. Et donc, elle, son but, c'était de dire que sa progression, qui a sa logique, c'était sa progression sur les séries plus longues. Donc, c'était Ouais. toujours plus facile de rajouter, comme on l'a déjà expliqué plein de fois, des répétitions sur des séries longues que sur des séries courtes. Et bien, à un moment, quand elle passait, je sais pas, j'ai une connerie, entre 15 et 30 reps sur sa deuxième série, et ben, elle arrivait à 30 reps, ben, ça se répercutait sur ses séries de 10 à 15.
Oui, bah, c'est aussi un Et, petit et- peu et ça. donc, elle décidait pas en avance, parce qu'elle aimait bien beaucoup s'entraîner à l'échec, forcer, tout ça, et pas être non plus la plus stricte possible sur ses séries longues. Et ben, elle gagnait ses reps, et ensuite, elle se répercutait. Alors, ça avait pas mal marché à l'époque sur les forums, les gens étaient assez contents. Mais c'est vrai que c'était tombé un peu en désuétude, parce que, encore une fois, c'était des séries très longues, et Ouais, personne, tout le monde n'aime pas personne faire voulait des les séries faire. très longues. Mais en fait, bah voilà, cette méthode de top set et de back off, ça peut être fait sur des séries très longues. Par exemple, sur les élévations latérales, jamais tu vas mettre, enfin, jamais tu mets entre 6 et 9 et 10 et 16 de rep range. Bah, Enfin, pour bah, moi, en tout cas, pour moi, ça bah, n'a tu sais pas de quoi, bon j'ai sens. j'ai encore vu cette semaine, je sais plus ce qui s'est passé, j'ai dû faire un programme ou une analyse morpho via mon site rudicola.com. Je propose des analyses morpho-anatomiques en vidéo, et encore mieux que sur YouTube. Et bref, la personne me dit, ouais, j'ai des élévations latérales à 17 kilos en série de 12. Et je dis, waouh, je dis, putain, c'est balèze, hein. Alors, bon, Ouais. il a pas des bras aussi longs que moi, mais je me dis, dans ma tête, ça n'a pas trop de sens. Parce que les épaules, l'articulation est déjà tellement traumatisée que mieux vaut chercher la fluidité, vraiment la fluidité. Et puis, donc les séries longues y aident, vu le poids moindre. Mais là, je pense que c'est trop lourd et le gars n'avait pas des super épaules en plus. Donc, j'ai à mon avis, tu as plus intérêt À à faire des mettre. séries plus longues. Déjà, si tu mets 8 ou 10 kilos, encore une fois, ça, c'est des exercices où les gens mettent beaucoup trop lourd et où je les vois faire et je me dis, mais c'est tout sauf musculaire, où on voit, ils font rep par rep, ils font. Voilà, voilà, c'est très dans le forcing. Et en fait, Oh, ça, ça devient des il faut un peu shrugs. le poulet tassé. Voilà. Et le poulet tassé, mais ça donne pas d'épaule. Alors que normalement, si on fait ça, bah là, on voit que ça fait là, l'épaule, elle gonfle, car elle gonfle. Pas à vide, mais elle gonfle à chaque rep, quoi. Si, à vide aussi, elle peut gonfler. Ça, c'est seulement c'est C'est le vrai. secret des dieux. Mais tout le monde n'a pas le secret des dieux. Jean Texier et Marc Vouillot parlaient de 20 ans d'entraînement pour l'avoir. Donc peut-être que tu l'auras un jour. Ah, peut-être alors. Ça se transmet pas. Encore. Je peux pas te l'apprendre. Tu ne peux que Bon, le bah, vivre. je vais persévérer alors. Je vais persévérer. Donc voilà, écoute, je ne sais pas s'il y avait. Non, mais je pense qu'on a bien répondu. On a pas mal fait le tour. Donc, comment les mettre en place? Bah voilà, déjà, définis des rep range. Et pour les exercices, comme on a Est-ce que dit, tu as besoin sur tous les exos, par exemple? Est-ce que bah, je peux le faire sur du curl concentré? c'est une question piège. Non, Bah, non, mais bah, je pose des questions à la con et je vais à oui, l'extrême. non, mais Je peux le faire sur les mollets de bois une jambe? bah, franchement, tu peux. Maintenant, est-ce que ça a du sens? Toi, de Je ton sais pas. expérience, Moi, sur combien d'exercices j'ai de l'énergie pour faire ça? bah voilà. Est-ce que tu vas plutôt le mettre? Moi, j'aurais tendance à le mettre plus sur des exercices Toi, polyarticulaires. quand tu fais ta séance, est-ce que tu fais par exemple ton hip thrust comme ça et après, je sais pas, je te vois faire du soulevé de terre, jambes tendues haltères et du leg curl. Est-ce que au hip thrust tu fais ça et après tu fais deux exercices en cycle linéaire classique? Ça dépend. Ça dépend justement de la méthode, enfin du cycle dans lequel je suis. Là, par exemple, sur le leg curl après mon hip thrust, pendant un moment, j'étais en top set et en back off. Et là, non, c'était l'inverse. J'étais en cycle linéaire. Et là, je commence un peu plus à forcer. Donc, je suis repassée en top set et en back off. Ok, Parce que moi, ça me permet de donc, moduler exactement. l'intensité. Donc, tu démarres en linéaire et quand tu as moins de marge, C'est ça. Quand tu as moins de tu marge de passes en progression, back-off et en exactement. top 7 et back-off. Et pour définir les charges, bah là encore, il faut quand même se dire, certes, si je diminue le nombre de répétitions sur mon top 7, je vais peut-être pouvoir mettre un peu plus lourd, forcer un peu plus. Maintenant, il faut comprendre que derrière, il va falloir quand même augmenter les répétitions. C'est pas tout le temps la même répétition. On cherche quand même à les augmenter sur la fourchette qu'on aura définie. Donc là aussi, il faut quand même un minimum de marge de manœuvre. Et encore une fois, contexte relatif par rapport à votre niveau d'expérience. Si vous êtes complètement débutant, passez par des cycles linéaires. C'est ce qu'il y aura de mieux à Ouais, faire. Aussi parce que bien ça sûr. va vous permettre d'apprendre le schéma moteur, d'apprendre à forcer, d'apprendre à gérer votre effort, justement, et que ça va vous apprendre à comprendre bah, quelle est votre marge, quelle est votre marge de progrès aussi, et comment bien définir les RPE et les RIR. On aura toujours tendance, je pense au début, à surestimer, à dire je suis RPE 10, alors qu'en fait, on a énormément de marge Bien de sûr. manœuvre. Je vais vous montrer un truc pendant qu'on y est. C'est l'instant autopromotion. Ah Bon, oui, oui. pour ceux si on parle de cycle linéaire, tout ça, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui ou qui ne sont pas familiers avec la méthodologie superphysique, tout est résumé dans ce magnifique livre. Donc, c'est une bonne introduction et un bon résumé de tout ce qu'on peut préconiser. Et notamment, il y a une partie sur les cycles où il y a les cycles linéaires. Donc, où est-ce que c'est je ne sais plus où c'est. Voilà, c'est là. Il y a les cycles. Trois cycles qui vont révolutionner votre entraînement. Et bref, il y a plein d'exemples de tableaux, tout ça. Vous pouvez voir. Il y a plein d'exemples. Mm.
Donc, bref, ce livre best-seller, on vend dans toutes les bonnes librairies. N'hésitez pas, s'il est dans les rayons, à le sortir et à le mettre sur les tables. Il n'y en a souvent qu'un seul. Ça fait quand même 2 euros brut par livre. Donc, ça vaut le coup. C'est la richesse, ça. Ça vaut le coup. Mais oui, en fait, on parle de cycle parce que c'est une méthodologie qu'on a développée de planifier son entraînement, de programmer sa progression. Et plutôt que de vouloir griller les étapes, j'ai écouté encore mon pote Sean dans son podcast avec Victor Hofer, qui était un très bon podcast sur Upside Strength. Et il disait ce que je fais appliquer aussi depuis des années, c'est que souvent, on veut essayer d'aller plus vite que la musique en se disant bah, ça a l'air génial le 5-3-1 ou top 7 back-off, ça a l'air super, tout ça. Et en fait, en suivant rien que les bases, des cycles très simples, je passe de 3x12 à 3x13 à 3x14, puis à 3x20, Exactement. et après je monte. Et bien en fait, ça permet déjà de progresser jusqu'à un très 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 bon niveau. Pour la plupart des gens, pour coacher, avoir coaché des milliers de personnes et continuer à coacher, ça fait progresser mais des centaines de personnes vraiment. Et si tout le monde utilisait ça, d'où l'application SP Training qui fait ça pour vous, mais qui adapte le cycle à la séance. N'hésitez pas à la tester. Il y a je crois, il y a une semaine ou un mois gratuit avec toutes les fonctionnalités, donc vous pouvez l'essayer sans aucun souci. App Store, Play Store. Et rien que ça, et vouloir aller plus vite que la musique en faisant justement des techniques un peu plus avancées, comme tu disais, euh, top set, back off, bah, c'est déjà griller une sorte de marge de progrès, de Ouais. possibilités qu'on aurait pu utiliser après avoir utilisé la base. Et c'est pour ça que j'aime bien toujours y aller progressivement. Et pareil dans ces histoires de personnalisation, parce qu'aujourd'hui, on en parlait encore avec June avant le podcast, aujourd'hui, plein de personnes veulent se faire analyser morpho-anatomiquement ou un programme par rapport à leur morpho-anatomie, mais il y a plein de personnes qui n'ont pas le niveau de se faire analyser, qui en fait devraient juste appliquer les bases, à savoir apprendre les mouvements correctement, euh, déjà la bonne technique, s'entraîner tout simplement, suivre une alimentation un peu cadrée, et seulement ensuite, à partir d'un moment, on pourrait discuter et ce qui se fera naturellement, d'une personnalisation par rapport à ce qu'on voit. Mais dire, je fais du développé couché à 30 kilos, je fais 10 fois 30 au développé couché ou 10 fois 40 au développé couché, oui, j'arrive pas à progresser parce que c'est ma morpho-anatomie et je veux un programme personnalisé, c'est pas ça. Mm. 10 à 30 ou 10 à 40, c'est pas ça. C'est, t'as pas la bonne méthodologie, et je pense qu'on n'aura pas le temps parce que finalement on a fait long sur cette question, Oui, on de, va de- essayer d'en parler un de- petit de peu. tout traiter. C'est plus une question de méthodologie, de comment je programme mon entraînement, comment je fais mon développé couché, comment est ma technique, qu'est-ce que je fais autour aussi en termes d'exercice pec, d'exercice épaule, d'exercice triceps, pour progresser de manière générale, si on parle que des muscles internes de développé couché. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas griller les étapes. Et à vouloir griller les étapes, bah, en fait, On bah, grille des cartouches, en fait. On on grille grille des des cartouches et cartouches, on des va possibilités. moins progresser sur le moyen et long terme. Moi, j'aime bien toujours cette histoire de marge. Et c'est pour ça que je dis quand les gens me disent est-ce qu'il faut aller à l'échec? Je dis, si tu peux progresser sans aller à l'échec, c'est C'est mieux. mieux. Et si tu dois forcer pour progresser, bah, de toute façon, tu vas devoir C'est forcer. obligé. Voilà, ça va se passer. Ça Ouais. va se passer. Mais tant que tu peux le faire sans forcer à fond, bah, c'est mieux. Et je comprends que certains soient pressés de progresser, tout ça. Mais je pense Mais en que, fait, voilà, il faut comprendre aussi que derrière, sur les capacités de récupération, ça va avoir une incidence sur les futures séances. Et en fait, plus tu vas forcer, plus tu vas aller à l'échec, et plus tes capacités ensuite de récupération vont être altérées, conduisant parfois même à des... voilà, tu vas être fatigué sur toutes tes séances. Et au bien final, est-ce sûr, que c'est ça que tu veux pour la durabilité? Est-ce que tu veux vraiment performer juste là, aujourd'hui, juste ce mois-ci, ou est-ce que tu veux durer 5 ans, bien sûr. 7 ans, Et 10 ans? cette régulation de l'intensité, elle est hyper importante. On en parle souvent. Et moi, qui suis beaucoup de sports, d'activités d'endurance, des triathlètes, des coureurs à pied, des cyclistes, tout ça, qui en parlent beaucoup. En fait, on voit bien que des fois, tu peux te laisser emballer par le truc en disant, je prends mon exemple du développé couché haltère, peut-être que la 10e rep y était. Mais si je faisais la 10e, toute ma séance était morte. Mm. Il n'y avait pas une autre série à 45, je faisais pas mon décliné après, je faisais pas les triceps, il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus rien. Or, dans ma philosophie est d'être bien tous les jours et de ne pas avoir trop de courbatures, ce qui n'est pas toujours possible parce que je me laisse avoir aussi par le spirit, par le truc, par être un guerrier. Il n'empêche que c'est important de savoir suivre les étapes et de ne pas les griller. Et là, pour moi, le 5-3-1, c'est pas Ouais, c'est pas une une méthode méthodologie que j'apprécie bodybuilding. particulièrement. Comme a dit June, top 7 back-off, pour moi, c'est plus pour les pratiquants qui sont en fin de cycle de progression, mais qui ont déjà utilisé plein de trucs. Et il y a déjà tellement à faire que voilà, c'est pas quelque chose que je vais utiliser à beaucoup de mes élèves aussi en coaching à distance. Et pour moi, tout ça, c'est compliquer l'entraînement avant que ce soit nécessaire, alors que ça n'a pas, c'est pas nécessaire. Et donc, ça va nous amener à la deuxième question de June. Deuxième question. Alors attention, j'espère que vous êtes prêts parce que là, ça va gueuler. Alors, je repartage l'écran. On a fait celle-là. Alors, ça se remet. Attention, la notion
de tension d'étirement et de contraction est-elle pertinente? Ça va chier. Ah, il est énervé, hein. Non, je suis pas énervé. Mais celle-là, elle me plaît. Oh, il a mis long, il a mis long. Alors, chers collègues du forum, tout est dans le titre. Je lance au topic pour rebondir sur les propos de Rudy dans son analyse morpho d'entraînement du jour, ce qui concerne la notion de muscle à forte tension d'étirement et de contraction. Donc, c'est dans la vidéo que j'ai mis sur YouTube. Donc, comme si vous regardez la vidéo, le podcast en vidéo avec June, qui s'est coiffé exprès pour le podcast et qui a sorti ses petits rappels, vous pouvez y accéder facilement. Sinon, c'est sur ma chaîne YouTube Rudy Koya. Je crois comprendre qu'on fait la distinction entre les exercices qui étirent fortement le muscle et ceux qui le contractent fortement. Sur le papier, pourquoi pas, mais chaque exemple auquel j'essaye de penser est déjà à moitié branlant. Un exercice à forte tension d'étirement, d'accord, des développés en amplitude complète, des squats ou mouvements de cuisse en amplitude profonde, un magic triceps en ramenant bien la barre derrière la tête, des variantes de traction en décrochant correctement les omoplates, etc. En fait, je pourrais fourrer n'importe quel exercice derrière cette appellation à l'emporte-pièce du moment que l'amplitude et par extension l'étirement y est. Un exercice à forte tension de contraction, ce coup-ci, des écartés en marquant la contraction, du leg extension en gardant les genoux tendus une seconde, du hip thrust en faisant de même, du leg curl allongé en maintenant bien les pieds avec les fesses à chaque répétition. Je pourrais mettre n'importe quoi derrière cette appellation. Et encore, la seconde est encore plus bancale que la première. Par exemple, un exercice à étirer à fond, ce n'est pas pour rien qu'on évite de trop faire les cons niveau amplitude. Il en est de même avec un leg extension. Je recule le siège à fond pour m'allonger et là, ça étire bien. Je trouve que l'appellation bancale est d'origine floue. Alors, pour celui ou celle qui sera capable de répondre à cette première question, et si réponse pertinente peut être apportée, euh, il met des trucs. Comment mettre cette notion en place? Quels sont les principes à respecter et comment progresser avec ceci? À moins que nous nous prenions encore pour des guignols à utiliser des mots savants derrière des notions, somme toute basiques. D'ailleurs, des rares classifications que j'en vois, je reconnais bien tout cela en exercice polyarticulaire et exercice d'isolation pour tout simplifier. Une réponse orale dans le SP Podcast comme d'étude est toujours appréciée, d'autant plus qu'il me semble que c'est au tour de June. Mais il est énervé, Romain, là. Alors, on Il- nous prend pour des cons ou quoi? Avec le sourire. Allez, je remets, Voilà. je nous remets en grand parce que je sais que vous préférez notre tronche en grand. Est-ce que tu veux commencer? Bah écoute, je peux commencer, même si je pense que tu auras beaucoup de points à clarifier et surtout de nuances à apporter. Mais en fait, cette appellation de tension, d'exercice à tension d'étirement et tension de contraction, c'est simplement, je pense, pour désigner le fait que chaque muscle, pardon, en fonction d'un exercice, a un potentiel d'étirement et de contraction. Ça, on le sait. On le sait que si on voit le muscle comme un élastique, il y aura une phase où il va s'étirer et une phase où donc qui serait la tension d'étirement, et une phase où ça va se rapprocher, donc on va raccourcir l'élastique, hein, si on prend cette même image, et donc là, ça va être le potentiel de contraction. Sur un exercice, on aura toujours les deux phases. Si on prend au niveau structurel, et là, je pense que tu auras plus de notions à apporter, mais au niveau des ponts d'actine et de myosine, c'est pareil, on va avoir un étirement, donc les ponts d'actine et de myosine vont s'éloigner, et puis à la contraction, ils vont se rapprocher. Et il y a une courbe qui est la relation tension-longueur, et ça, tu pourras mieux l'expliquer que J'ai moi. tout mieux t'expliquer, t'inquiète pas. Tu as Oh, envie de calme-toi, tousser? hein. Calme-toi. Et donc, c'est cette relation, en fait, qui va permettre au muscle d'exprimer le plus de sa force. Le choix des exercices, euh, est-ce qu'il se fait uniquement en fonction des tensions d'étirement et des possibilités de contraction? Désolée, je perds mes mots. Eh ben, je ne pense pas déjà qu'il faille réfléchir comme ça. Euh, Ensuite, dans le guide de Lavier, la méthode de Delavier 2, il parlait déjà d'exercice, de longueur d'exercice. Donc, peut-être qu'on ne parlait pas de notion d'étirement et de tension, de contraction, mais on parlait déjà de longueur optimale, donc de longueur des exercices. Par exemple, pour les ischios, on parlait des longueurs d'étirement avec tout ce qui est exercice de soulevé de terre, jambes tendues, good morning, des notions de contraction avec, par exemple, le leg curl allongé et de longueur optimale avec le leg curl assis, qui exploite davantage la relation tension-longueur. Et tout ça, bah, en fait, c'est un peu, enfin, c'est des appellations, quoi. Pour moi, ça n'a pas trop de, tu vois, placer uniquement ces exercices comme ça, en fait,
Bah, je comprends, je comprends pas trop. En fait, pour moi, c'est juste C'est du vocabulaire. scientifique. C'est juste du vocabulaire. Ah oui, scientifique, parce qu'il y a des études qui ont été faites sur les différentes longueurs à exploiter. Maintenant, je crois qu'en général, ce genre d'études, ça a été fait beaucoup sur des débutants. Déjà, j'ai pas les études. Je me rappelle, à l'époque, j'étais abonnée à la revue Mass. Ah Donc oui, tu t'y es plus abonné? là, en ce moment, non. Mais effectivement, je regardais beaucoup. Et oui, il y avait des études qui étaient faites. La plupart étaient, il me semble, faites sur des individus non Donc, entraînés. comment il s'appelait le type obèse qui donnait des conseils dedans? C'est pas Nichols ou je sais plus quoi? Ah, mais attends, ils sont Ah, plusieurs, ils hein, sont parce qu'il y plusieurs. a, il y a Eric Helms, il y a Jeff Alberts, donc il y a vraiment des sujets Oui, intéressants. je vois, il y avait un type dedans, il était obèse, il donnait des conseils sur l'hypertrophie. J'ai envie de dire, mais mec, fais un régime déjà. Bah ouais, mais il y a aussi des bodybuilders, hein, voilà, Helms, Jeff Alberts, Nunez aussi, donc qui Qui sont s'entraîne pour de vrai. qui s'entraînent pour de vrai. Donc bah ouais, franchement, Je ils sais pas, je s'entraînent sais bien. pas, je les connais pas. Bah franchement, ils s'entraînent bien. Elle, c'est les seules photos que j'ai vues à l'époque, il était pas bien épais. Bah, je pense il a quand même bien pris certainement depuis l'époque. Ensuite, voilà, hein, il fait du bodybuilding, donc voilà, il a aussi son approche. Oui, Maintenant, tout est relatif. ces bouquins étaient pas Franchement, mal. tu le vois, tu le vois pour tout pratiquant lambda, je pense que Il est bien. Mais je me souviens il qu'il y est avait un pas type mal. dedans, un obèse qui donnait beaucoup de conseils. Et je disais, mais On sait que Rudy est grossophobe. pas du tout. Fabrice a dit les gens sont des porcs. Et il a bien insisté là-dessus. De- C'était énorme ce passage. Donc voilà, je sais plus où j'en étais, mais et je sais même plus c'était quoi la question. Et je crois qu'il y avait même pas tellement de questions, que c'était simplement Eh ben, parler de cette notion. je vais te lire un passage du livre. Ah oui, Il y a presque tout dans ce livre, hein. L'exercice qui étire. Ce sont des exercices d'isolation qui induisent une forte tension d'étirement et qui, de ce fait, induisent une contraction plus forte. Retour de l'énergie élastique emmagasinée. Pour vous faire simple, il y a des éléments élastiques dans le muscle. Je ne vais pas y revenir trop en détail aujourd'hui. Et une production importante de MGF. Ce sont des exercices efficaces, notamment pour travailler un point faible ou en cas de difficulté à développer un muscle. Les exercices qui étirent peuvent être classés en deux catégories. Ceux qui étirent les muscles biarticulaires, donc qui enjambent plusieurs articulations. Le muscle est étiré au niveau d'une seule insertion, par exemple le curl incliné pour les biceps. Ceux qui étirent des muscles monoarticulaires, le muscle est étiré au niveau de chaque insertion, par exemple les écartés pour les pectoraux. ouais. Ces exercices, attention, peuvent être dangereux si l'amplitude de mouvement n'est pas adaptée à ses capacités physiques, c'est-à-dire à la longueur de son muscle. Il est donc juste important de faire son analyse musculaire avant de les envisager. Effectués avec prudence, ils sont redoutablement efficaces. Quelques exemples d'exercices qui étirent, les écartés couchés, le curl incliné, le magic triceps, le soulevé jambes tendues. Mm. Je vais compléter maintenant. Vas-y. T'es prête? Ouais, ouais, vas-y. Tu peux m'appeler docteur. Ouf, on exagère pas. Donc, le bouquin est un bon résumé de ces notions d'exercice de tension d'étirement, de tension de contraction. Comme a dit June, nos muscles ont une position de force, une longueur optimale. Cette longueur optimale est corrélée avec nos habitudes, la position qu'on adopte la plupart du temps en journée. Donc, si par exemple je suis de profil et je suis droit, mon pec va être fort ici. Si je suis comme ça tout le temps, bah, dès que je suis là, je suis en train de l'étirer et je m'éloigne de ma position. Donc, déjà, ma posture va influencer, posture au sens large, ma capacité à exprimer de la force dans certaines amplitudes. De plus, c'est corrélé à mes longueurs osseuses, à savoir, pour certaines personnes, faire un développé couché, toucher les pecs, dans le cas extrême, ça va les étirer. Ils vont avoir pas de cage thoracique, des très longs bras, et donc ça va les emmener avec le coude très loin derrière. Exactement. Et donc là, on pourrait parler d'exercice à forte tension d'étirement, alors que pour certains, à l'inverse, vont avoir beaucoup de cages et de tout petits bras, des Ça T-Rex, va être- mais ils vont faire ça, tac, tac. Ça va même pas leur faire le pec. Je caricature et je fais une petite dédicace à Clément, lui qui cambre à fond sur le développé couché, tout ça, et à fond. Pour moi, il cambre beaucoup, mais il y en a qui cambrent encore plus, hein. Je pense à mon petit élève, le grand Sam, je sais pas s'il m'écoutera, que j'avais eu en CQP à l'INSEP. Et bref, et lui, il commente tellement, bah, ça fait pas du tout les pecs. Il a pas de pecs. Par contre, il fait, je sais plus, il fait 180 au coucher ou un truc du style. Et bah, en fait, il a plus d'amplitude. Donc déjà, en fonction de ses longueurs osseuses, ça va influencer comment ça m'étire. Ensuite, il y a cette longueur musculaire dont je parle dans le bouquin. Euh, si j'ai le biceps qui s'attache au milieu de l'avant-bras, j'ai du bol, il est là. Ça doit exister pour certains. Vraiment très rare, mais ça doit exister. J'en ai jamais vu. Et bah, c'est sûr que si je fais du curl incliné, bah, ça va pas trop m'étirer le biceps. Par contre, si mon biceps, il est au milieu du bras, il est ici, et j'ai tout ça de vide, bah, dès que je vais tendre un peu plus le bras, ça va générer beaucoup d'étirements. C'est ce que je montre dans ma vidéo, euh, le vrai curl biceps, qui est sur mon article sur rudicoya.com, meilleur exercice bras.
meilleur exercice bras sur rudicoya.com, qui est un long article avec plein de choses pour vous aider à mieux vous entraîner les bras. Et donc déjà, ce qui va m'étirer ou ce qui va pas m'étirer est dépendant de plein de facteurs. Sans oublier que ma souplesse Va aussi va influencer. influencer aussi mes capacités de mouvement. C'est pour ça que quand... Je suis en train de crever, encore malade. C'est pour ça que quand les gens viennent pour, ou si vous venez pour un coaching premium à Annecy, j'analyse aussi bien vos capacités de mouvement que vos longueurs osseuses et musculaires, et ensuite vos préférences musculaires pour voir ce qui se passe quand vous bougez, qu'est-ce qui se produit. Donc déjà, à partir de là, ce qui m'étire et ce qui ne m'étire pas est dépendant de chaque individu. Ensuite, pour sélectionner ces exercices, donc là, j'ai lu qu'une partie du bouquin, il y a toute la partie, euh, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Déjà, il y a l'anatomie musculaire. Est-ce que c'est un muscle à angle que je suis en train de solliciter ou pas? J'en parle beaucoup dans le tome 3 de la méthode superphysique, qui est sur rudicoya.com. Il y a des muscles qui sont angles, d'autres pas. Par exemple, les pecs, il y a des angles. L'autre pec, il est comme ça. Et là, le milieu, et là, le bas. OK? Mm. Donc ça va impliquer que quand mon coude est là, là ou là, Ça va en théorie, influencer sans parler différemment. de la morpho-anatomie, ça va modifier le recrutement du pec. Deuxième point, on sait aussi que le recrutement est nerveux. À savoir, et c'est là peut-être que ça prend plus son sens par rapport à ces notions obscures qui ont été popularisées par je ne sais pas qui, que euh, le recrutement est nerveux dans le sens où de là où on est étiré, c'est là où les fibres musculaires vont le plus se contracter. On sait que la contraction musculaire ne se fait pas d'un bout à l'autre du muscle à la même intensité. Par exemple, Mm. si je fais du curl incliné, je caricature, ça va plus faire le haut du biceps. Si je fais du curl au pupitre, ça va plus faire le bas du biceps. Je crois que la dernière fois avec John, j'avais montré le bouquin de Jean Texier où le biceps de Frank Zane s'était vraiment épaissi par le bas, où il s'était vraiment concentré sur le curl au pupitre pendant un certain temps. Et donc ça, pareil, ça va influencer. Donc par exemple, si je fais des écartés, hier j'ai fait une analyse, un coaching premium avec Maxime qui est venu à Annecy. Lui, il avait tout le pec, qui a beaucoup de pec, qui était sur l'extérieur et là. Et effectivement, on voyait que, et c'est la deuxième fois que je vois ça, il avait les omoplates tellement grosses qu'elles se touchaient assez rapidement dans le dos. Dès qu'il Mm. serrait, il faisait ça et tous les omoplates étaient collés, quoi. Donc il était, il était comprimé, il ne pouvait pas descendre à fond. Et c'est la deuxième fois que je vois ça. L'autre fois que j'avais vu ça, c'est avec mon élève Romu. Romu, passe le bonjour, qui a deux fitness boutiques, dont un qui vient d'ouvrir à Bourg-en-Bresse. Allez faire un tour. Il est super sympa. Et en plus, il est balèze. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Donc, Maxime, hier, bah, il avait le pec surtout sur l'extérieur. Parce qu'à chaque fois, il forçait l'étirement, il forçait l'étirement. Et il avait moins au milieu des pecs. Ça veut dire qu'effectivement, quand il fait des développés, s'il prend une prise plus large que sa largeur d'épaule, plus qu'une prise anatomique, où on dit que c'est largeur d'épaule, ben, il va aller plus faire l'extérieur parce qu'il va tirer ici. Par contre, si je fais de la poulie, peut-être à la Arnold, en croisant les bras à chaque fois à la fin, et ben là, je vais plus raccourcir le milieu des pecs, qui n'existe pas d'un point de vue anatomique, mais qui d'un point de vue nerveux peut exister, parce que là, je réduis l'étirement, je ne vais pas chercher l'étirement max, mais je me concentre sur la fin de mouvement. Donc là, effectivement, je peux solliciter différentes parties du muscle. Mais on en revient à ce que je disais en introduction, c'est que cette notion d'étirement est propre à chaque individu. Donc c'est pour ça que pour moi, ça n'a pas trop de sens de sélectionner ces exercices par rapport à ça. C'est d'abord la notion de muscle à angle, ensuite comment mon muscle se développe après avoir suivi les bases, hein, on ne va pas tout compliquer dès le début, euh, pour essayer de le solliciter entièrement si on a une optique bodybuilding, parce que la plupart des gens, ça va se développer normalement correctement. Euh, et ensuite, on peut réfléchir à, voilà, là, j'arrive à prendre du milieu de pec, je prends tout là, ok, je vais faire un exercice à forte tension de contraction. Mais en fait, c'est plus dire, c'est un exercice qui me raccourcit plus ou un exercice qui m'étire plus. Également, comme je dis dans le bouquin, et comme le dit FSH un peu plus loin dans le topic, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, les exercices qui étirent sont beaucoup plus efficaces pour prendre du muscle. Et vont Notamment, créer plus de dommages musculaires. voilà, plus de dommages musculaires. Et quand on dit dommages, on va dire dommages tout court, que ce soit musculaire, que ce Ou soit tendineux, tendineux, peu importe. ligamentaire, Mais donc, tissu conjonctif, la ils peuvent totale. également être plus dangereux. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que, je crois que c'est FSH sur le forum, m'avait posé la question, me dit, ouais, depuis que j'ai des exercices qui étirent beaucoup plus, et que je me concentre sur vraiment le bas du mouvement sur mes exercices, et ben, j'ai regagné de la marge de progrès, j'ai progressé. Et pour ceux qui me suivent depuis peut-être très longtemps, peut-être 15-20 ans, vous devez savoir, et vous vous souvenez peut-être de vidéos assez marrantes que je pouvais faire, où je faisais vraiment mes exercices comme ça au développé couché, je faisais beaucoup le bas du mouvement. Aux extensions nuque, je faisais vraiment le bas du mouvement, je montais jamais. Ouais, donc tu Ensuite, faisais en amplitude partielle, voilà, je faisais du partiel dans dans cette position l'optique de d'étirement. rester dans La position, la position optimale. De- la, selon toi à l'époque, voilà. peut-être. La Voilà. position qui génère le plus de dégâts. Or, effectivement, quand tu es jeune, tu sens pas les effets secondaires de ça.
Comme j'en parlais, c'est pas encore sorti, mais dans des reels que j'ai tourné avec Arnaud sur le développé couché, euh, je sentais pas les désagréments de tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est plus efficace pour prendre du muscle. Je vois plein de gens qui me disent, ouais, moi j'ai vu des études, ils disent que faut faire des exercices qui étirent à fond, c'est ça le mieux, il faut rester dans cette amplitude, c'est mieux. C'est mieux, mais c'est également plus traumatisant de manière globale, comme on le disait. Et je crois, je vais pas dire qu'il faut les éviter, mais je crois qu'il y a une période pour tout. Effectivement, quand tu es jeune, si tu n'as pas de problème articulaire et ça sollicite bien les muscles que tu veux solliciter, d'un point de vue morpho-anatomique, d'un point de vue des préférences musculaires, dont on reparlera bientôt peut-être dans une formation, quand je vous montrerai tout ce que j'apprends à mes élèves en CQP. Euh, ok, maintenant, si quand tu fais des OP couchés, tu fais que le bas du mouvement, et puis en fait, toi, tu es plus épaule que pec, tu as l'épaule qui est comme ça, tu as le pec qui est tout court, tout ça, en fait, quand tu fais ça, c'est l'épaule, 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 et tu as plus intérêt à être dans la bonne amplitude pour ton pec. C'est pour ça que toutes ces généralités de il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme les analyses EMG de mesure de l'activité électrique du muscle, c'est tellement individuel par rapport à tout ce que je peux voir dans les analyses morpho, dans les coachings premium, quand je vois les gens bouger, que pour moi, tout ça, c'est un peu de bipo. Bien sûr, comme il dit FSH, bah oui, si tu fais du magic triceps, euh, donc du pullover bras fléchis avec un haltère ou une barre, en série de 20, en remontant pas à fond, en restant vraiment dans l'étirement, tu vas prendre des triceps. Maintenant, est-ce que tes coudes sont capables de l'encaisser? Si oui, combien de temps? Parce qu'il y a une C'est question de aussi temps. ça. Et ensuite, une fois que tu es bien niqué ou que tu as mal au coude, combien de temps il va te falloir pour récupérer? Donc, comme je dis, moi, je suis plutôt adepte de tant que ça passe, on va dire. Même si, je le sais aujourd'hui, la plupart d'entre vous que je coach aujourd'hui ont 30, 35, 40, 45. Je vais minimiser, en tout cas, soit les poids utilisés en allongeant les séries, on en revient aux séries longues, pour réduire le stress, même si l'exercice est traumatisant, ou non, ou dans le pire des cas, je vais dire, là, tu n'as pas la bonne souplesse. Je pense qu'on ne peut pas corriger 35 ou 40 ans de mauvaises habitudes ou de manque de capacité de mouvement, où c'est beaucoup trop de travail et tu n'as pas le temps de faire ça. On va sointer l'exercice directement, dans une optique de longévité. Toujours en ayant en tête que c'est pas parce que je fais un exercice qui est moins efficace maintenant que ça va pas me donner plus de muscles à moyen et long terme. Parce que le secret de la progression, encore une fois, quand on est naturel, c'est le moyen et long terme. C'est être capable de pouvoir faire l'exercice suffisamment longtemps pour pouvoir progresser dessus et pas de le faire sur 2, 3, 4 mois. Alors bien sûr, si vous avez la vingtaine, normalement, vous pouvez tenir un peu plus longtemps. Et je me souviens, mes extensions de triceps partielles, tout ça, j'en ai fait pendant des années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec les années, ce que je peux dire, c'est que quand je fais un exercice qui m'étire beaucoup, déjà, j'ai des courbatures de chien, donc que j'aime de moins en moins. Je mets plus de temps à récupérer de ces courbatures. Donc, ça veut dire que c'est plus traumatisant pour mon corps et que ma récup se fait beaucoup moins bien. Et que si je les fais chaque semaine, à un moment, je me raidis de plus en plus. C'est la notion de surétirement que je développe dans le tome 1 de la méthode super physique. Pour ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas, c'est sur rudicoya.com. Je vous invite vraiment à le lire. Et en fait, à force de surétirer, 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 en fait, on devient de plus en plus raide. On pourrait dire, je vais m'assouplir, je vais m'assouplir, je vais m'assouplir. Et c'est pas du tout le cas. En fait, on se durcit, on se durcit, on se durcit. Et à un moment, on perd de l'amplitude, cette capacité de mouvement, parce qu'on fait des exercices qui traumatisent pas seulement les muscles, mais l'intégralité de notre corps et donc des tissus conjonctifs. Et ça, c'est pas comme si ça créait des nœuds, mais ça fait des Des muscles durs. adhérences. Ça fait des muscles Ça durs. fait... Et c'est ce que je disais. Pareil, je crois que c'est avec Arnaud, parce que j'ai tourné plein de réels avec Arnaud de Reels, voilà, on dit des Reels pour faire jeune. Et c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, plus le poids est lourd, et plus ça va générer, entre guillemets, d'adhérence ou de muscles durs, en fait. Mm. Et les muscles durs, ensuite, il faut les compenser. Et pour les compenser, souvent, c'est s'étirer, se masser, mettre des vêtements de compression, faire du sauna infrarouge, mettre de l'infrarouge, bref, faire plein de choses pour la récup. Et finalement, comme la plupart des gens n'ont pas le temps de faire ça, pour te répondre, donc FSH aussi, moi, je suis plutôt partisan de mettre des exercices en rapport avec les capacités de mouvement des gens. Mm. Si c'est des exercices qui étirent, voilà, et même si tu dis que c'est bien, c'est toujours du court terme, sur le moyen terme, comme tu es loin de ta tension longueur, encore une fois, tu traumatises à fond, et les faire de manière plus légère, pas en série courte et lourde comme moi j'ai pu le faire. Je me souviens de Magic Triceps, je crois que mon record c'était 8 à 85 kilos ou un truc du style. Euh, Ça pour moi c'est une connerie. Tu vois, ça c'est de l'ego, ça n'a aucun sens, mais plutôt les faire en série plus longue. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis aux gars à la salle. Par exemple, quand j'ai des extensions du pour les triceps, j'hésite pas à faire 40, 50 reps en fait, à mettre plus léger et voilà, à faire des séries longues. Alors certes, on va me dire, ouais, mais c'est pas le plus efficace pour prendre des triceps. Peut-être, Mais mais est-ce que c'est pas plus durable? Est-ce est-ce que que c'est c'est pas pas... plus durable et donc finalement plus efficace sur le moyen long terme. Donc C'est c'est ça. encore une fois toutes ces notions de tension d'étirement, de pour moi tout ça c'est un peu C'est un peu
Ouais, pour certains. moi, c'est du C'est vent. un peu c'est pas du blabla, mais c'est C'est du juste bullshit. non, mais c'est juste des appellations. En fait, je comprends pas pourquoi ça a pris une certaine importance que c'est sur les devants de la scène. Enfin, en fait, c'est juste des notions, mais c'est pas des notions qui doivent être au centre de l'entraînement. Voilà, comme tu l'as très bien résumé. Bien sûr, il y a bien d'autres choses avant, encore une fois, à faire, à regarder, avant de se dire, c'est comme ça que je transforme. D'abord, c'est muscle à angle ou pas. Le plus important, je fais ma morpho-anatomie, on en revient à ce qu'on Performance disait. motrice. Voilà, tout ça dans un second temps. Et comme ça, je vois ce qui se passe. J'adapte par rapport à ça. Et dans un troisième temps, je me dis, voilà, est-ce que je veux essayer d'aller développer des zones précises du muscle qui ne se sont pas développées dans une optique de bodybuilding, sachant que c'est du petit détail et que ce qui ne vient pas encore une fois naturellement Mm. avec l'entraînement classique, bah, va nécessiter Ça beaucoup, va beaucoup d'efforts beaucoup de pour venir. travail. Ouais. Et c'est ce qui va se perdre le plus vite avec les années. On se rend compte, j'en parlais avec un pote cette semaine, qui est un peu plus vieux que moi, et on se disait, il me disait, putain, je suis moins fort que l'année dernière, pourtant, je m'applique encore plus, je fais des trucs, tout ça. Et je dis, ouais, mais je dis, bah, en fait, ça s'appelle le vieillissement. Je dis, tu luttes contre la perte. Donc, Ce qui est déjà bien, parce que c'est voilà, déjà c'est ce bien, qui mais bon. permet de conserver. Ah oui, mais c'est des phénomènes naturels, hein. On perd de la masse musculaire et on Bah, tu vois, perd de la ouais, masse osseuse. quand tu es dans 74, tu peux bien nous en parler. Mais je suis plutôt bien conservée, donc ça va, je peux très bien en parler. Et voilà, et déjà lutter contre, enfin lutter, maintenir son niveau, comme tu l'avais déjà dit une fois, maintenir son En niveau vieillissant, c'est déjà en vieillant, super. c'est déjà super. Voilà. Maintenant, tous ces exercices, toutes ces notions, il faut comprendre aussi que c'est en relation avec notre souplesse, mais qu'il est important. Toi, tu as dit que ça étirait beaucoup, que ça causait énormément de dommages structurels, certes, mais je pense qu'il faut quand même travailler pour certains exercices Bien de sûr. manière plus légère dans les amplitudes complètes, parce que ce qu'on a tendance à voir aussi parfois chez certaines personnes, c'est par exemple des curl biceps qui ne descendent pas du tout, qui restent Des gens qui n'arrivent même voilà, plus à tendre le bras. voilà, et c'est ça. Et dans la vie de tous les jours, ça se répercute comme ça. C'est des gens qui n'arrivent plus à tendre les bras complètement. On leur dit, tu es au max, et ils sont, bah oui, je suis au max. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas appris vraiment à bien Bien étendre. sûr, parce qu'il y a des gens qui, qui appliquent des conseils Ouais, qui ne sont pas pour eux. On leur dit, il faut pas tendre le bras quand tu fais les biceps, mais si tu fais du curl à qui sont 6, déjà pour 8 des ou gens. 10 kilos, tu risques rien. Normalement, tu risques rien. Si tu risques quelque chose, c'est que là, tu manques de souplesse et qu'effectivement, et c'est très bien ce que tu as dit, parce qu'en fait, j'arrête pas de le préciser, mais ça doit sortir, entrepreneur, il sortir par l'autre, c'est qu'à l'échauffement, et je filmerai bientôt justement tout mon échauffement, je veux tout filmer pour partager ça. Moi, je fais tous les exercices qui étirent en fait à l'échauffement. Je fais du pullover, je fais des écartés, je fais des tractions scapulaires, je fais du curl incliné, des extensions nuque, je fais plein de trucs qui m'étirent dans tous les sens pour justement garder cette amplitude. Et l'erreur, c'est justement de ne pas faire tout ça, de se dire, bah non, mais les étirements, ça sert à rien, ou est-ce qu'en fait, c'est des étirements actifs, tout simplement. Et ensuite seulement, quand tu as le niveau, mais on va adapter les amplitudes. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, on veut griller les étapes. Ouais. On dit, voilà, moi, je veux adapter l'entraînement par rapport à mes longueurs. Mais mec, tu fais du curl, et je suis un peu dur, mais du curl à 6 ou 8 kilos, ou à 10 kilos, écoute, là, il faut que tu tentes plus le bras. Là, il y a d'abord les bases à poser. Et ensuite seulement, on va commencer à se dire, on va adapter. Mais il y a tout ce truc, et c'est pour ça ces notions, là, étirement, contraction, tout ça, raccourcissement, Raccourcissement, concentrique, étirement, excentrique, voilà, on va dire ça comme ça. En fait, pourquoi pas? Mais pas tout de suite, parce que en fait, tu sais pas si t'étires, tu sais pas ce qui va te raccourcir à fond. T'en es pas là en fait. Et ça, c'est vraiment des trucs de bodybuilding, mais mais vraiment avancé. Et avancé. même, franchement, même sur le body, en concept avancé, on réfléchit pas forcément La, comme la- ça. la plupart réagissent pas comme ça, réfléchissent pas comme ça, mais c'est sûr que c'est pour les petits détails. Et les petits détails, bah voilà, ça peut avoir du sens, mais pour la majorité de gens, encore une fois, la base, comme j'ai souvent, et on va finir là-dessus parce que je vois que le temps est passé, mais 3 séances par semaine, 3 à 4 séances par semaine. 4 séances. Bah, en fonction des gens, En 3 à fonction, 4. en fonction des gens. 3, 3 séances, des, c'est bien, hein, c'est bien. des fois, 3, ça peut être mieux pour certains. Oui, Mais voilà, c'est vrai. là, j'ai un gars qui m'a contacté pour du coaching et le mec voulait s'entraîner tous les jours et puis il me dit, ouais, finalement, Non, bah, je fais bah que deux oui. trois fois et puis je fais que. Je dis, écoute, Bah, 3, c'est je dis, déjà bien. on va faire 3, un cardio parce qu'il voulait en faire deux. Je dis, voilà, on va poser un truc clair. Mais voilà, 3 à 4 séances, 1 heure, 1 h 15, 1 h 30. Une séance de cardio basse intensité dans la semaine. Essayer d'être actif un peu les autres jours en marchant, en se mobilisant, tout ça. Et ça, sur le moyen et long terme, ça donne un physique 80-90% de son potentiel et mieux que 99,9% des gens. Ouais. Et ça paraît tellement simple que les gens me disent, bah non, c'est pas possible. Et en fait,
Mais c'est Aussi parce simple que que ça. les gens aiment complexifier. Les gens aiment ce qui est compliqué, quand il y a vraiment, justement, ils disent, c'est ça le trick, c'est ça le truc magique, c'est ça vraiment qui me manquait. Alors qu'en fait, non, il y a juste besoin de temps. Il y a juste besoin de temps, d'application, d'entraînement, de progression et de faire ça, comme on a dit, sur le long terme. Bref, lisez mon livre. Pour aller plus loin avec nos conseils, ça se retrouve directement dans la description, juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir pour aller plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique. On n'a pas répondu à tout ce qu'on voulait. On a été long, mais j'espère que ça vous aura apporté des pistes de réflexion pour mieux vous entraîner. Et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine pour le Fabrice Show. Je ne sais pas encore ce qu'il me réserve, parce qu'il me dit plus tout maintenant, mais ça va être du grand n'importe quoi. Euh, sur ce, entraînez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao, Salut à ciao! tous.